Les experts de la CEDEAO et le gouvernement guinéen se sont accordés le 21 octobre 2022 sur une durée de 2 ans pour la transition politique. Au terme des travaux, dans un compromis dynamique, les experts de la CEDEAO et la Guinée-Conakry ont conjointement développé un chronogramme consolidé de la transition étalée sur 24 mois, peut-on lire dans le communiqué produit et publié par la présidence de la République de la Guinée. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour. Bonjour Michel. Avec vous, donc, nous allons parler de la Guinée et cet accord entre la CEDEAO pour une transition de 2 ans. Finalement, Mamadou, c'est bien ficelé parce qu'entre-temps, le président en exercice de la CEDEAO, Omaro Sissoko Embalo, avait parlé de 2 ans, sauf que c'était démenti par le gouvernement guinéen. On voit avec la Guinée ce qu'on a vu au Burkina, ce qu'on a vu au Mali. C'est vrai que la CEDEAO a quand même perdu un peu de sa crédibilité, mais sa force est toujours là. N'oublions pas que le Mali, c'était 5 ans. Et on avait dit que ces 5 ans, on peut expliquer, on peut défendre, mais finalement, on a vu là où ça aboutit. Pour le cas de la Guinée, le problème qui va se poser, ce n'est pas le 2 ans, mais c'est ce qui s'était posé avec toutes les autres transitions préalables. 2 ans à partir de quand? Parce que si on compte 2 ans à partir d'aujourd'hui, mais on est en octobre. Le coup d'État, c'était en septembre. Ça fait déjà 13 mois que le colonel Doumbouya est au pouvoir. Si vous les ajoutez 24 mois, la transition durera combien d'années? Ça fait 3 ans. Est-ce que lui, c'est son calcul, 2 ans plus 1, ça fait 3? Ou bien quand il disait 3, c'était 3 ans à partir de la négociation avec la CEDEAO, ce n'est pas encore clair. Et vous avez vu comment une partie de la société civile guinéenne, une partie de la classe politique refuse cette transition qui va être encore longue au point de faire des manifestations qui, malheureusement, comme on le voit régulièrement en Guinée, a eu à nouveau son cortège de morts, de blessés et de personnes arrêtées. Officiellement, on nous dit que les 2 ans vont commencer à partir de janvier 2023. Ah non, pas officiellement. Ça, c'est le colonel Doumbouya qui l'a dit. Dans le document de la CEDEAO, on n'a pas précisé la date. Il y a un sommet ordinaire de la CEDEAO qui doit avoir lieu, qui doit entériner et qui doit préciser. Si vous vous rappelez, avec le Mali, c'était la même chose. Le président malien avait fait sa déclaration. Ensuite, la CEDEAO, dans son sommet, a dit voilà ce qui va être fait. Est-ce que le président Doumbouya a dit ce avec quoi il s'est entendu avec l'ancien président du Bénin? Je ne sais pas encore. En tout cas, sur le document de la CEDEAO, on ne parle pas de 1er janvier. Et maintenant, nous sommes en octobre. Pourquoi attendre le 1er janvier pour commencer à compter les 24 mois? Qu'est-ce qu'on fait d'octobre, novembre, décembre avant d'arriver en janvier? Est-ce que ça ne fait pas partie de la transition? Si ça ne fait pas partie de la transition, ça fait partie de quelle période? C'est-à-dire c'est des interrogations qui sont légitimes de la part de la classe politique et de la société civile guinéenne. L'autre élément, c'est que Doumbouya est arrivé en grande pompe, mais c'est comme si actuellement, les Guinéens qui le soutenaient, ils se font de plus en plus rares. Il y a un problème interne qu'il faut régler au niveau de la Guinée. On ne parle plus de Cellou Dalein Diallo, il a quitté le territoire. Il y a des opposants qui ont été arrêtés, qu'on accuse, qu'on soupçonne, je dirais, de détournement de deniers publics, etc. Il a du mal à prendre langue avec les plus grands partis politiques de la Guinée, puisque tous ont boycotté pratiquement tout ce qu'il a proposé. Mais finalement, ce n'est plus un problème de coup d'État seulement qui se pose, mais un problème de cohésion interne également qui se pose au niveau de la Guinée. Et il faudrait que la CEDEAO prenne cela en compte. Doumbouya seul, ce n'est pas lui qui va pouvoir régler les problèmes de la Guinée. Alors, pour la durée de la transition, Mamadou Diouf, que propose la société civile? En fait, eux, ils considèrent que la transition commence à partir du coup d'État. Mais si vous faites les comptes, il ne reste pas 12 mois. Parce qu'il y en a déjà 13. Ouais. Donc, pour avoir 24, si vous ajoutez 12, ça fait déjà 25. Et ça, c'est une position que l'opposition a défendue depuis longtemps. Même quand il a créé son soi-disant dialogue avec l'opposition qui a été boycotté par certains, d'autres sont partis par la suite, en Guinée, l'opposition, tout comme la société civile, a toujours dit niet, on veut un retour le plus rapide à la légalité constitutionnelle par l'organisation d'élections libres et démocratiques. Mais
Le pouvoir, si vous vous rappelez, avait fait un chronogramme avec on fait telle chose. Je crois qu'il y avait 11 étapes. C'est vraiment quelque chose de très élargi que l'opposition avait rejeté totalement. Et c'est la raison pour laquelle même cette organisation de défense de la Constitution avait dit qu'ils vont manifester. On a interdit la structure. Malgré tout, la structure a appelé à manifester puisque les gens considèrent que aujourd'hui, le colonel Doumbouya se présente plus comme quelqu'un qui gagne du temps pour durer au niveau du pouvoir que quelqu'un qui est en train de résoudre d'abord les problèmes de la Guinée et de travailler à rendre le pouvoir à des civils dans le temps le plus court possible. Et c'est pourtant ce qu'il avait dit après le coup d'État, mais c'est comme si on est déjà loin de ses premières déclarations. Alors, selon vous, qu'est-ce qui empêche le colonel Doumbouya ou bien le chef de la junte, cette fois-ci, vous pouvez l'accepter parce qu'il a fait un coup d'État, d'écourter la durée de la transition? C'est la question qu'on se pose tout le temps. Parce que quand les gens arrivent, ils disent tous la même chose. Vous voyez, celui qui vient d'arriver au Burkina, il nous a dit très rapidement, lui, il n'est pas intéressé, il va aller au front. Il est venu pour surtout les questions militaires. On lui a posé clairement la question. Quand il a répondu, tout le monde s'est posé la question. On a même commencé à regarder pour savoir qui va diriger le pays si ce n'est pas lui. Finalement, c'est lui. Est-ce que ces gens ne sont pas en bons militaires dans des stratégies quand ils nous disent sur la base de déclarations, on va faire les choses rapidement alors qu'ils ont autre chose à faire? Moi, ce que je constate avec ces derniers coups d'État, c'est qu'on a l'impression que ces coups d'État ne semblent pas avoir été très bien conçus. C'est-à-dire le coup était là pour remplacer un homme, mais quoi faire? C'est comme si cela n'avait pas été conçu comme il se doit. De sorte qu'on a vu, après chaque coup d'État, les choses traîner. Pour le Burkina, c'est une exception. L'autre coup d'État, on a fait plus d'1 mois avant d'avoir un Premier ministre et un gouvernement. Cette fois-ci, très rapidement, on a eu un Premier ministre, ce qui semble vouloir dire que ceux-là s'étaient peut-être mieux préparés en tirant la leçon du coup d'État précédent. Mais en Guinée, on a vu le même flottement pendant un temps. D'ailleurs, la société civile et les partis politiques réclament toujours en disant, mais est-ce que c'est Doumbouya qui est derrière l'affaire? Qu'on cite les noms de ceux-là qui sont membres de ce groupe de militaires qui dirigent actuellement la Guinée, mais on a tout le temps ces problèmes qui n'ont pas été clarifiés. Ça fait que finalement, Doumbouya donne l'impression, malheureusement, de quelqu'un qui veut durer le plus possible au niveau du pouvoir. Il s'était engagé à résoudre un certain nombre de problèmes, à part le procès du 28 septembre qui a commencé. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 13 mois? C'est ce qui s'était passé au Mali et qui a obligé les gens à prolonger la transition. C'est ce qui se passe au Tchad, où on a prolongé la transition en remettant en cause tout ce qui avait été dit. Il y a de quoi se poser des questions avec ces coups d'État. Les populations avaient commencé même à avoir un certain enthousiasme par rapport à ces coups d'État. Je crains fort que l'enthousiasme va bientôt disparaître aussi. Autrement dit, le chantier n'est pas encore terminé pour l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi et le président Umaru Sissoko Embalo en Guinée. Ah non, s'il n'y a pas de suivi, il ne faut pas être surpris qu'on voit à la tchadienne ou bien à la malienne, à l'approche de la fin de la transition, qu'on dise, bon, on n'a pas pu faire ce qui devait être fait, il faut qu'on puisse prolonger la transition. Mais il faut un suivi. Et je crois que c'est ça qui manque. Il faut un suivi. On nous dit que quelque chose a été concocté de façon consolidée, mais qu'on publie. Pour qu'on sache qu'à telle date, on va recenser les populations, à telle date, on va mettre en place la CENI, à telle date, on va organiser les élections. Mais en ce moment, pas la CEDEAO seulement, mais même le peuple guinéen va pouvoir suivre et tirer sur la sonnette d'alarme à chaque fois qu'on est arrivé à un deadline ou qu'on s'approche d'une date limite pour obliger les gens à réaliser la chose. Parce que sinon, on va cumuler ce qui n'a pas été fait. Après, on vous dira, nous ne pouvons pas faire ça en 2 mois, alors qu'il ne reste que 2 mois pour la transition. On amène l'éternel débat sur prolonger ou pas la transition. Alors, le constat est clair, même si elle est critiquée, la CEDEAO a eu à faire quand même quelques résultats. Vous avez eu à les souligner tout à l'heure. Le Mali, le Burkina Faso, même si à ce niveau, cela n'a pas été aussi ardu pour la CEDEAO, concernant Damiba, bien sûr, et la Guinée cette fois-ci. Oui, mais c'est pourquoi je disais que la CEDEAO n'a pas perdu toute sa crédibilité et il faut qu'on fasse attention. L'organisation est très bonne, même si elle rencontre des difficultés, même si parfois ceux qui sont au devant ne sont pas le reflet de l'organisation.
Maintenant, comme on dit, il ne faut pas jeter l'eau du bain en jetant le bébé en même temps. Il faut qu'on garde la CEDEAO. Pour moi, c'est une structure quand même d'intégration qui est extrêmement importante. Maintenant, il faut qu'on fasse en sorte que la CEDEAO puisse véritablement jouer son rôle. Et ça commence dans chacun de nos pays. Parce que qu'est-ce que vous voulez que la CEDEAO fasse? Si dans chacun de nos pays, les gens ne parviennent pas à faire en sorte que les choses fonctionnent de façon démocratique, mais ce qui se passe dans le pays, c'est ce que les représentants du pays vont ramener au niveau de la CEDEAO. Et c'est là où on doit faire attention parce qu'on a beaucoup attaqué la CEDEAO. C'est vrai que l'image que la CEDEAO donne n'est pas la meilleure, mais qu'on fasse attention, il faut garder cette organisation. Imaginez sans la CEDEAO, qu'est-ce que le Mali allait faire? Qu'est-ce que la Guinée allait faire? Qu'est-ce que le Burkina allait faire? Au moins, ça oblige les gens à rester dans un cadre acceptable, comme disait le président ghanéen, en termes aussi bien de délai que de choses à faire, puisque il ne faudrait pas qu'on se mette à redéfinir la transition. Une transition, ce que ça signifie, c'est très clair. C'est prendre une période, mettre certaines choses, pas toutes les choses, en ordre, permettre d'organiser des élections pour qu'un pouvoir civil revienne et qu'on retrouve un régime normal. Ça ne signifie pas autre chose. Alors que les gens se prennent pour des timoniers en voulant résoudre les problèmes des pays que des gens n'ont pas réussi à résoudre en 5 mandats, eux, ils veulent les résoudre en 2 ans. C'est une façon de dire aux populations ce qu'ils ne pourront pas faire. Alors, selon vous, l'image de la CEDEAO est dégradée à quel niveau? Mais c'est à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est la crédibilité de certains chefs d'État. C'est ça le premier problème. Parce que quand on dit la CEDEAO, vous n'allez pas attraper la CEDEAO quelque part. De plus en plus, ce qu'on a vu avec ces crises en termes de coup d'État, ce sont les chefs d'État qui se sont réunis. Et parmi ces chefs d'État, il y en a que les populations soupçonnent d'être de tel bord ou de tel bord, d'être contre celui-ci ou d'être contre celui-là, d'être manipulés. Ben, ça fait qu'après, même quand la CEDEAO prend une bonne décision, on se pose toujours des questions. Est-ce que c'est la décision qui a été prise? Est-ce que ça a été prise parce que la France, puisque la France est régulièrement citée, a voulu que la CEDEAO prenne ce chemin? Mais en ce moment, il y a un problème de crédibilité qui se pose. Les chefs d'État eux-mêmes devraient le refuser pour que la CEDEAO soit la CEDEAO. L'autre faiblesse de la CEDEAO, qui n'est pas la faiblesse de la CEDEAO seulement, qui est la faiblesse d'une bonne partie de nos organisations régionales ou même continentales, c'est que nous ne sommes même pas capables de financer nos propres organisations. Bon, à partir de ce moment, si tu ne tiens pas le nerf de la guerre, il est clair que celui qui tient le nerf de la guerre peut de temps en temps te dire dans quelle direction il faut regarder, et il va être difficile de refuser dans ces conditions-là. Le dernier élément, ceux qui sont parfois au devant de la CEDEAO annoncent des principes sur le plan démocratique, sur le plan républicain, qui sont de très bons principes, mais qu'eux-mêmes n'appliquent pas chez eux, ou bien qu'eux-mêmes ont carrément violé chez eux. Bon, à partir de ce moment, vous voyez qu'il y a problème entre l'organisation, ce qu'on attend de l'organisation, et ce que l'on fait de l'organisation. Autrement dit, la société civile et l'opposition guinéenne, si on peut le dire, attendent la CEDEAO et surtout le communiqué final. Mais bien sûr, que la CEDEAO se rappelle ce qui s'est passé au Burkina. Après le second coup d'État, quand ils sont allés, c'est à l'aéroport qu'on les a reçus. Parce que les populations du Burkina étaient décidées de ne pas laisser la CEDEAO traverser la ville de Ouagadougou. Ce qui est une grosse erreur. Je ne soutiens pas du tout cette façon de gérer les choses. Mais il faut tirer la leçon. Certainement, les Guinéens vont être dans une même attente par rapport à la CEDEAO, et ils l'ont exprimé. Ils réclament que la CEDEAO les rencontre, surtout la classe politique, les organisations de la société civile. Ils réclament également qu'on ne fasse pas la transition sans les partis politiques et sans la société civile. Qu'ils soient impliqués dans les discussions, dans les délais, dans un certain nombre de conditions. Ce qui n'a pas toujours été le cas, même si le colonel a fini par accepter de 24 mois, dont le point de départ va faire encore l'objet d'achoppement, peut-être avec la CEDEAO, parce qu'avec la Guinée, ça a déjà commencé. Alors, ça va faire le point d'achoppement. En tout cas, le président en exercice, lui, il est là. Il dit qu'il peut brandir les sanctions à tout moment. Umaru Sissoko Embalo. Oui, mais c'est tout ce qui reste à la CEDEAO, parce qu'après avoir sanctionné le Mali, si la CEDEAO laisse un autre pays faire exactement ce que le Mali a fait sans sanctionner ce pays, ben, ça fait du 2 poids, 2 mesures.
Je parlais tout à l'heure d'un problème de crédibilité. En ce moment, mais ceux qui déjà n'étaient pas d'accord avec les sanctions contre le Mali, parce que moi, le principe des sanctions, je suis d'accord, mais je trouve qu'ils sont allés trop vite. Ce qu'ils ont fait avec le Burkina, ce qu'ils ont fait avec la Guinée, c'est ce qu'il fallait faire avec le Mali. Mais ils sont allés très vite pour des raisons qu'il va falloir trouver un jour. Et cela fait qu'après, ce qu'ils font avec la Guinée, ce qu'ils font avec le Burkina, qui a plutôt tendance à collaborer, on peut les comprendre. Mais pour la Guinée, quand on regarde, le colonel a pendant un temps tenu tête à la CEDEAO et il n'a pas été sanctionné, comme le colonel qui se trouve au niveau du Mali. Ça pose déjà un problème. Alors, puisqu'on parle de la Guinée et donc de la CEDEAO, Mamadou Diouf, pour chuter, on va jeter ce regard sur ce périple du président en exercice de la CEDEAO à Moscou et à Kiev, où Umaro Sissoko Embalo est attendu ce jour. Alors, il va porter le message de la CEDEAO. Quel message précisément? Un message de paix. Je crois que la CEDEAO, comme le reste du monde, vous avez entendu le président français en Italie dire que bon, si les Ukrainiens décident de faire la paix et de déterminer les conditions de la paix, ils sont d'accord. Et si les Français sont fatigués, nous, on est comment? Parce que c'est ça également. Vous avez une guerre qui est là, qu'on nous présente comme une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Tout le monde sait que ça dépasse la Russie et l'Ukraine, mais dont les conséquences aujourd'hui créent des problèmes dans un très grand nombre de pays à travers le monde. Et parmi ces pays, nous, en tant que pays ouest africains, aussi bien par rapport au blé avec lequel on fait du pain, par rapport au maïs, par rapport au prix aujourd'hui du carburant, par rapport aux engrais qui nous permettaient d'améliorer les productions au niveau agricole, etc. Mais nous sommes impactés de façon extraordinaire. C'est pourquoi moi je suis entièrement d'accord qu'on aille nous-mêmes régler notre problème. Parce que les Occidentaux sont en train de régler leurs problèmes. Vous avez vu, on nous avait dit ici que les bateaux vont venir prendre des céréales pour l'Afrique. Mais finalement, quand les bateaux sont sortis, les bateaux n'ont pas pris la direction de l'Afrique, alors qu'on disait qu'il y avait des risques de famine en Afrique. Les bateaux ont pris une autre direction. Donc il faut qu'on aille nous régler nos propres problèmes au lieu de vouloir les confier tout le temps à d'autres. Infini merci à vous, Mamadou Diouf. On marque la pause et derrière, on reçoit notre invité.